contextualiser la réflexion ou les réflexions sur cette thématique importante du bien commun. Et puis aussi, plus proche de nous, de regarder comment est-ce que, en partant des biens communs, nous pouvons en arriver, n'est-ce pas, à la cohésion sociale qui est importante pour nous dans nos sociétés africaines et spécialement dans notre société ivoirienne. Le colloque lui-même a pour thème « Gestion du bien commun en Afrique ». Peut-on suppléer la différence de l'État? C'est une interrogation. Évidemment, c'est le premier jalon d'une longue réflexion que nous entendons mener à Audace Institut Afrique avec vous, n'est-ce pas, qui êtes intéressé par ce sujet, avec tous nos partenaires. Peut-on suppléer la différence de l'État? Évidemment, une fois qu'on aura répondu à cette interrogation, il faudra s'interroger sur le comment. Le comment et qui, et donc chercher à opérationnaliser au plus tôt dans chacune de nos initiatives sociales les solutions qui vont être dégagées ici. Les panélistes que nous accueillons aujourd'hui reflètent bien le concept qui nous réunit dans le cadre de ce colloque. Nous appelons brassage d'idées multiculturelles et multidisciplinaires. Effectivement, multiculturel, cela se voit autour de cette table, multidisciplinaire. D'un pôle à l'autre, nous avons un philosophe, un économiste, un historien et un juriste qui vont examiner chacun de son point de vue cette notion commune, cette notion d'une certaine importance. Le cinquième panéliste, c'est chacun de vous, honorables invités, chers amis, chers partenaires. Les questions, elles seront recueillies pendant que les intervenants passent. Nous allons leur soumettre ces questions. Ils pourront répondre à ces questions que vous allez poser pendant leurs différentes interventions. Le proverbe africain dit que le crocodile se rit de celui qui nage dans le sens du courant, parce qu'il se laisse aller et le crocodile rigole. Eh bien, à compte courant, vous savez qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de challenges, beaucoup à gagner à aller à compte courant. Et n'hésitez pas à apporter vos contributions pour la réussite de ce colloque. Encore une fois, merci d'être venus nombreux. Et je vais laisser tout de suite la parole à Madame Duteuil, la directrice de l'Institut, d'Audace Institut Afrique, pour son petit mot. Merci. Chers invités, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements pour avoir accepté notre invitation aujourd'hui à ce colloque multiculturel et multidisciplinaire. Messieurs les conférenciers, d'emblée, je vous remercie pour la force de vos travaux et j'adresse tout particulièrement l'expression de ma gratitude à l'entreprise panafricaine Harris Intelligence pour son soutien. Et nous sommes très heureux de la présence du directeur général accompagné de plusieurs membres de son équipe. Je souligne la présence dans la salle d'invités d'honneur, Alain Vautier, également M. Zobo-Guignon. Nos partenaires sont là, merci à Inades Formation, au CERAP, qui est représenté dans cette salle. Des entrepreneurs sont là, notamment Evimat Industrie qui s'est déplacé depuis le Togo, merci, pour assister à cet événement. L'entreprise Efficience, l'entreprise Tulon. Il y a également une représentation de la Chambre britannique de commerce, que j'ai vu passer, donc merci. Des journalistes et dans la société civile, je tiens à souligner la présence de la Fondation MZK, de la Lido, des femmes juristes, du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul, de l'ONG Lide africaine, de l'AIESEC, de Plaidou, qui est représenté massivement, j'ai vu sur les listes, Géomètres sans frontières, merci, Santé Gidio, merci beaucoup, Club Union africaine, partenaire sur le foncier rural, et les représentants des universités. Je vous remercie, chers invités, mesdames et messieurs, chers amis, pour avoir accepté notre invitation aujourd'hui à ce colloque.
enseignant, chercheur, spécialiste de la philosophie politique, la philosophie allemande, de l'éthique, etc. Et c'est lui que nous avons voulu pour ouvrir ce colloque, pour poser les premières questions qui vont être déployées tout à l'heure. Professeur Yaot, merci d'être venu et vous avez la parole. Donc, je vais essayer de contextualiser le débat en proposant une réflexion sur le fonctionnement informel des États africains face à la gouvernance des biens communs. L'idée de bien commun, c'est l'idée de la République. Ce qu'on appelle la République, ça n'est rien d'autre que le nouveau contrat social, le projet humain dans une communauté donnée de gérer au mieux ce qu'on appelle les biens communs. Mais dans l'analyse qui va suivre, je prends l'idée de bien commun à partir, disons, du XVIIIe siècle, qui a vu naître la République et la démocratie qui l'accompagne. Et le projet tel que initié par ce qu'on appelle les théoriciens du contrat, du nouveau contrat social, a pour objet précisément, en partant des deux principes clés qui sont la liberté et l'égalité, désormais des citoyens. Tous les hommes sont, donc, dit-on, nés égaux et libres. Et à partir de ce moment-là, il faut trouver une autre manière de gérer la société, de gérer les richesses, de gérer les biens communs. Alors, toujours pour contextualiser un peu la chose, nous, en Afrique, nous avons une indépendance qui date, j'ai envie de dire, d'hier. C'est vrai qu'en Europe, en Occident, d'une manière générale, l'idée de bien commun a commencé avec la naissance de ce qu'on appelle les États-nations et le développement de l'économie de marché. En ce qui nous concerne, c'est au lendemain des indépendances que, je l'ai dit de manière brutale, la République s'est imposée à nous. Et dans le développement de nos jeunes États, eh bien, il s'est posé un certain nombre de problèmes. Parce que la République, ce n'est pas quelque chose qu'on peut développer comme ça aussi facilement du jour au lendemain. En Occident, l'histoire est longue et parfois douloureuse. Mais chez nous, la particularité, c'est que cela a été fait peut-être très rapidement, de manière peut-être un peu trop artificielle, mais en tout cas, pour l'heure, je crois qu'on n'a pas encore de satisfaction au niveau de son déroulement. Mais pour être un peu plus concret, la notion de bien commun, elle est effectivement trop large, voire abstraite. Et je lui préfère la notion de service public, en tout cas pour ce qui nous concerne en Afrique. Si on parle de bien commun, à mon avis, très peu de gens sauront de quoi on parle. Même au plus haut niveau, nos dirigeants eux-mêmes ne savent pas ce que c'est que la République, dans son idée, dans son principe. À plus forte raison, si on situe le problème au niveau de l'opinion de la population. Mais je crois que la notion de service public est plus facilement compréhensible et accessible à tous. On voit bien que dans les sociétés occidentales qui nous servent de modèle, l'idée républicaine est en quelque sorte une boussole. Cette idée contient essentiellement la chose suivante, c'est que l'intérêt général, tout ce qui relève du domaine public,
et donc qui concerne le plus grand nombre, est prioritaire sur les intérêts privés ou individuels. Tout se fait pour que ce qui relève du domaine public soit de qualité. Ça, c'est le principe général. Ce qui fait qu'en Europe, quand on prend par exemple le transport, la santé, l'éducation, etc., c'est dans ces services publics qu'on a les meilleures propositions. Si vous allez dans le privé, à la limite, c'est à vos risques et périls, parce que le plateau technique n'est pas aussi performant que dans les services publics. Chez nous, c'est tout à fait le contraire. Quand on parle de services publics, c'est la désolation totale. Ici, si vous êtes malade, il vaut mieux aller dans une grande clinique, mais surtout pas dans un CHU ou un CHR, parce que là, vous n'êtes pas loin de passer dans l'autre monde. Donc, de manière générale, chez nous, l'intérêt collectif est encore à quatre pattes. Et on a l'impression, finalement, que chacun travaille pour lui. Quand je dis chacun, c'est du sommet à la base. C'est donc à partir d'un certain nombre de faits que je vais essayer de montrer en quoi le fonctionnement de nos États est informel. Alors, bien entendu, je ne vais pas être dogmatique, mais je vais utiliser ces faits comme des hypothèses. Donc, le débat reste ouvert. Ce que je dis là pourra toujours être discuté dans les détails. Alors, le premier fait concerne, à mon sens, la non-conformité entre l'esprit et la lettre de l'idée républicaine. Alors, je m'appuie essentiellement à ce niveau-là sur le fait qu'au lendemain de nos indépendances, on a procédé à une sorte de copier-coller de ce qui se faisait en Occident. Déjà, au niveau de nos constitutions, on a des textes. Mais dans l'esprit, est-ce que nous savons réellement ce que signifie ce que nous copions? Ça n'est pas évident. Les esprits, à mon sens, n'ont pas eu suffisamment le temps de se convertir à une nouvelle manière de gérer la société, de se convertir à l'idée même de la République. Donc dans l'esprit, il y a encore beaucoup à faire pour comprendre ce que veut dire la République, ce que veut dire l'État, le citoyen, la laïcité, le rôle d'un président, d'un ministre, la séparation des pouvoirs, etc. Alors, l'esprit n'accompagne pas la lettre de nos États. En tout cas, la lettre est dépourvue d'esprit. Le deuxième fait est presque la conséquence directe du premier. C'est que les fonctions régaliennes de l'État sont encore au stade embryonnaire. Et je pèse mes mots. Nous avons trois piliers dans le système républicain. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs, dans notre contexte, sont encore au stade fœtal. Ça veut dire que chacun de ces fœtus ne s'est pas encore totalement formé pour devenir un organe à part entière. Et pour l'instant, ces trois pouvoirs, qui ne sont pas encore distincts, semblent se confondre de manière dangereuse. Mais l'exécutif, malgré tout, est peut-être la seule partie dont on peut affirmer l'autonomie.
les deux autres membres n'étant que des appendices de l'exécutif. On voit bien, en conséquence de cela, pourquoi chez nous les élections sont préfabriquées. L'organisation du scrutin ne sert qu'à fournir une légitimité à celui qui a été choisi, préalablement choisi. Ici, on ne vote pas vraiment. Ce qui compte, ce sont les arrangements politiques entre les principaux responsables de l'exécutif. Et quand ce schéma ne marche pas, c'est soit le plus rusé, technologie électorale, hein, on se comprend, hein, ça veut dire de quoi je parle, soit le plus fort, soit le coup d'État, armé ou constitutionnel, etc. Ce sont ces moyens-là qui permettent justement de définir cet organe, le seul vraiment formé, qui est le pouvoir exécutif. Il y a une sorte de relation incestueuse entre ces trois pouvoirs en Afrique. Celui qui doit faire les lois, celui qui doit les exécuter et celui qui doit veiller à la conformité avec la loi, le droit, le pouvoir judiciaire, ces trois-là dorment dans la même chambre. Et cela pose énormément de problèmes. Mais je vais y revenir. Et passer à un troisième fait, peut-être le plus objectif que chacun de nous peut constater tous les jours, c'est l'absence de planification. Là, vraiment, on est au cœur du fonctionnement informel de nos États. Alors, on voit bien qu'en Occident, partout ailleurs en général, les élections ont lieu sous forme de débat portant sur les programmes politiques. On connaît les programmes de chaque candidat. Et après l'élection, on suit celui qui a gagné. À la limite, on a son programme à la main. Et on regarde pour dire, ah, il y a telle chose qui est en train de se faire. Il y a telle chose qui n'a pas encore été mise en route, ainsi de suite. Et chacun des candidats est vraiment tout près de son programme chaque fois. De manière générale, l'État lui-même, par exemple, quand on parle de voter le budget à l'Assemblée, le budget, c'est vraiment le budget. C'est-à-dire qu'on prévoit dans l'année un certain nombre de dépenses, etc. Bon. Mais bien sûr, dans le fonctionnement d'un État ou d'une société, il y a toujours des imprévus. Mais ça, ailleurs, en Occident notamment, ça représente peut-être 5-10% du budget, ce qui n'a pas été prévu. Chez nous, c'est tout à fait le contraire qui se passe. C'est-à-dire que ce qui a été écrit, hein, les dépenses ordonnancées, ça représente à peine 10 à 15%, pour être gentil, bon, 15%. Le reste, c'est en fonction des circonstances. Si certains ont tiré en l'air, tout de suite, bon, trouver 5 milliards, trouver 12 milliards, bon, tout de suite, on agit. S'il y en a qui sont en grève, bon, ainsi de suite. Bon. En fait, on vote, mais on vote pour rien. Je veux dire, on ne vote pas, en tout cas, pour un programme. On ne vote pas en raison d'infrastructures objectives. Par exemple, identifier dans chaque région ce qu'il y a à faire, etc. Non. On vote. Bon, on vote pour voter. Et puis, une fois élu, bon, on fait ce qu'on veut. Il
n'y a pas de planification. Et ça, c'est valable pour tous les secteurs, comprennent la santé, l'éducation, l'emploi, le logement, la formation, etc. Il n'y a pas de planification. On n'a pas de projet. Alors, à ce niveau-là, je mets surtout en évidence ce que j'appelle l'absence de rationalité administrative. La notion de rationalité administrative, c'est une notion qui fonctionne bien, notamment aux États-Unis, par exemple, en Europe, etc. Mais chez nous, ici, si on parle de rationalité administrative, on risque de... C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Bon. Parce que, en réalité, l'administration n'obéit à aucune rationalité. Cela fait que nos États sont toujours dans la réaction et non dans l'action. Tous les secteurs d'activité, notamment dans le public, sont souvent confrontés à des problèmes liés au retard dans l'exécution de certains droits. Comme si l'État ignorait à quel moment il doit faire face à telle ou telle dépense. Alors, que ce soit pour le paiement de la dette intérieure, donc les fournisseurs de l'État, les accessoires de salaire, dans l'administration, les établissements publics nationaux, etc. La bourse des étudiants, la revalorisation accordée pour des salaires, de la fonction publique, etc. Tout cela a lieu chaque fois sur fond de crise. Il faut des grèves, il faut des remous sociaux et tout ça pour que l'État veuille se pencher sur ces questions. Le quatrième fait, c'est le non-respect des textes de base. Tous les textes. La Constitution, les textes des partis politiques, les textes qui régissent les administrations, tout ça est fait pour ne pas être respecté. En fait, on fait des textes parce qu'il faut un texte. La loi fondamentale, par exemple, que représente la Constitution, c'est une loi qui ne semble obéir qu'aux intérêts éphémères des politiques. Le cinquième fait, c'est l'absence d'autorité de l'État. Bon, de manière générale, ce qui caractérise nos États, c'est l'incivisme. L'incivisme, dans tous les domaines. Si j'ai de l'argent que je veux construire sur la grande voie qui passe là, je vais le faire. Ici, on fait ce qu'on veut. Mais nous avons un incivisme généralisé, notamment dans les domaines du transport, où l'organisation est souvent mafieuse, l'agriculture, l'occupation illégale des forêts, même classées, au niveau même de la sécurité, l'immigration, elle est clandestine, incontrôlée, l'exploitation des ressources, on voit les gens qui vont exploiter l'or et tout ça partout, hein, les forêts, etc. etc. Bon. Et le sixième fait, pour finir, réside dans l'absence manifeste de contre-pouvoir. Je disais tout à l'heure que les trois pouvoirs sont encore au stade embryonnaire. Mais à cela, il faut ajouter le fait qu'il n'y a pas réellement de possibilité de contrôler ce que fait l'exécutif. Combien gagne l'État par an, les différentes ressources, tout confondu, personne ne sait. Pourquoi on a fait telle dépense, personne ne sait. Enfin, bref, est-ce que dans ce contexte-là, on peut parler de bien commun? On entend les notions de bonne gouvernance circuler partout, mais évidemment, il faut quand même présenter, ne serait-ce que les apparences d'un bon état. Sinon, dans la réalité, il n'y a rien. Pour répondre à la question, est-ce que
la société civile peut se substituer à l'État? Dans quelle mesure peut-on suppléer les défaillances de l'État? À mon sens, malheureusement, pour ce que je vois ici, la société civile ne peut pas se substituer à l'État pour un certain nombre de raisons. D'abord, la société civile en question, elle est trop marquée par le clivage ethnique, religieux. Il y a trop de subjectivité là-dedans. Deuxièmement, il y a dans cette société civile très peu d'organisations crédibles. La plupart, je suis désolé de le dire, mais on trouvait là un moyen facile de se faire de l'argent grâce aux aides internationales de finances. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas se passer de l'État. On aura toujours besoin de l'État, c'est-à-dire d'une instance suprême pour conduire la nation. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il faut mettre plutôt l'accent sur les réformes institutionnelles. Alors, nos partenaires étrangers, heureusement d'ailleurs, mettent beaucoup de pression pour obliger nos États à réaliser certaines réformes. On leur force la main, hein, heureusement. On dit, si vous ne faites pas ça, on ne vous donne plus de l'argent. Et ça a l'air de fonctionner. Mais c'est l'une des voies. Mais pour ma part, et vraiment pour conclure, je pense que le moyen essentiel, vraiment la clé pour parvenir à une bonne gestion des biens communs, c'est de réformer en profondeur le système judiciaire. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé. Et dans le prolongement de cette rencontre, Madame la directrice, je pense que le prochain colloque doit être organisé sur la thématique de la question judiciaire. Le rôle du pouvoir judiciaire dans la mise en place de la bonne gouvernance. Ce sont les magistrats qui sont logés entre le législatif et l'exécutif qui peuvent faire avancer les choses, qui peuvent faire bouger les lignes. Il n'y a pas, à mon sens, d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Le jour où les magistrats vont faire eux-mêmes l'effort de devenir autonomes, d'être des organes formés et non plus des fœtus, et qu'ils vont commencer à jouer leur rôle, à ce moment-là, on aura fait un grand bond en avant dans le sens de la bonne gouvernance. Mais à l'heure où nous parlons, je ne vois pas un magistrat en train de contrôler ce que fait le législateur, de contrôler ce que fait l'exécutif. Encore moins l'exécutif. On parle d'état de droit. Mais ça, c'est juste le droit de l'exécutif. Alors, je finis là-dessus, sur cette recommandation. Merci. On a noté beaucoup de remerciements et de bravo pour vos idées et pour votre franchise. Donc la première question, certaine qui revenait assez souvent, c'était comment former ou reformer la société civile pour qu'elle puisse effectivement, efficacement participer à la gestion des biens communs. Comment former la société civile? Je pense que cette question ne s'adresse pas seulement en direction de la société civile. Concernant les biens communs, le problème concerne les dirigeants,
le système politique, je dirais même en priorité les partis politiques et bien entendu les citoyens dans leur ensemble. J'ai utilisé à plusieurs reprises la notion de culture républicaine. Ce qui fait défaut, c'est la culture républicaine. Et cette culture-là, on peut l'exiger déjà pour nos propres dirigeants. Ils ne savent même pas, je l'ai dit tout à l'heure, ce que c'est que la République, ce que c'est que l'État. Même si vous posez la question à un ministre, qu'est-ce qu'un ministère? C'est pas évident. Et il n'allait pas non plus demander à un chef d'État qu'est-ce que l'État? Alors maintenant, il y a quand même quelque chose qui me désole, c'est que la société civile, pour ce que je vois, la société civile est instrumentalisée. Alors ça se voit depuis l'indépendance. Il y a des phénomènes qui sont caractéristiques de nos sociétés. Les mouvements de soutien, bon, chaque président, une année, il y a un quotidien qui a identifié, ils ont recensé tous les mouvements de soutien. C'est extraordinaire. Chaque leader politique comptait environ une centaine, au moins une centaine de mouvements de soutien. Et ça pousse comme des champignons à chaque changement de pouvoir. Bon. Au fond, les gens, ils s'organisent. Bon, on est à votre service. C'est ça la société civile. Et je disais souvent, ça se forme sur les bases claniques, il y a d'autres choses. Pour moi, la société civile, elle n'existe pas véritablement. Si je prends le cas particulier de notre pays. Nous avons quelques ONG, mais il faut distinguer la société civile des ONG. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je mettrai la formation de la société civile sur le point de l'éducation générale à la culture républicaine. La deuxième question concernait en fait l'autonomie du pouvoir du judiciaire. Vous avez parlé d'une réforme, et alors comment pratiquement rendre autonome le pouvoir? Quelle garantie pour les magistrats? Et pensez-vous qu'un système parlementaire faciliterait cette indépendance? S'il y a des gens qu'on doit mettre au banc des accusés, ce sont les magistrats. Quand je dis au banc des accusés, en fait, mon souci est qu'on puisse les aider d'abord à prendre conscience de l'importance capitale de leur mission et ensuite les aider à se libérer eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui allons les libérer, n'est-ce pas? Bon, donc c'est à eux de prendre conscience de ce qu'ils ne jouent pas leur rôle et qu'ils ne doivent pas chaque fois, à la limite, se mettre au service, voire se déculoter devant l'exécutif. Donc il y a une dignité quand on porte la robe pour venir dans un tribunal. Il y a des valeurs qui vont avec. Et donc je pense que c'est à leur propre niveau que cette réforme doit pouvoir s'opérer. Est-ce que le système parlementaire peut être une solution? Je suis souvent les analyses du professeur Mohamed Koulibaly qui a proposé cela. Mais dans notre contexte, comme dirait Guillaume Decam, il ne faut pas multiplier les aides sans nécessité. Ça va être un autre mécanisme de plus. Créez tout ce que vous voulez. Si dans l'esprit ça n'a pas changé, vous allez mettre 1000 gendarmes, 1000 policiers, ils seront aussi corrompus que ceux qui existent déjà. La troisième question, pensez-vous que plus d'écrits faciliterait l'interpellation de nos dirigeants? Plus d'écrits, d'articles ou d'essais? Et pourquoi ce n'est pas le cas actuellement? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation? Plus d'écrits, plus de textes, oui. Je pense que de petites rencontres comme celle-là sont extrêmement importantes. Cela participe, comme je disais, de la nécessaire éducation à la culture républicaine et démocratique. Et je pense que ça, c'est effectivement une bonne voie. Une dernière question concerne la notion de bien commun.
comment elle était appréhendée avant la colonisation, avant les indépendances, et est-ce qu'il serait mieux d'adapter nos institutions à ce modèle précolonial? Avant les indépendances, quelqu'un me disait, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce qui se faisait avant? Je vais peut-être choquer, mais rien ne se faisait avant. La notion n'avait même pas de sens à ce moment-là. Il y avait une sorte de vie communautaire basée sur la solidarité, l'entraide. Oui, mais ça ne va pas loin. Nous parlons des services publics. Et pour ça, il faut nécessairement se référer à un État, c'est-à-dire à un pouvoir centralisé tel que cela s'est développé à partir de l'avènement des États-nations. Mais avant cela, on ne pouvait pas parler de bien commun au sens où on l'entend aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc ce n'est même pas la peine de faire comme on l'a fait à l'époque en disant retour aux sources. On ne retournera nulle part. D'ailleurs, il n'y a rien. Quand je dis il n'y a rien, parce que nous on a vécu ce débat à propos de la philosophie africaine. Vous allez ressusciter quoi? Il n'y a rien à ressusciter. La seule chose qui permet en quelque sorte de remonter un tant soit peu dans le passé, c'est la tradition orale. Et la tradition orale, scientifiquement, toute proportion gardée, ça ne va pas au-delà d'un siècle. Vous connaissez l'homme, l'homme en général, l'Africain en particulier, c'est un menteur. Donc voilà, je pense, pour à peu près ce que je peux dire sur ces remarques-là.